Salam alaikum, bonsoir Azul Filaoul. Que disent les nouveaux chiffres de la Banque d'Algérie? C'est le titre de notre émission de ce soir, Microscope. Désolé pour le retard, hein. Avec nous, Elias Djibaili, ingénieur économiste. Elias Djibaili, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et je remercie le Marabia qui assure la couverture. Merci encore et bonsoir pour votre invité. Merci, merci Hussein. Merci, Elias Djibaili. Avec nous aussi Karim Bouzid, journaliste militant politique. Karim Bouzid, bonsoir. Bonsoir, et salutations à M. Djibaili. Aujourd'hui, je me contenterai d'intervenir sur les contrôles de M. Djibaili. Monsieur Djibaili. Bon, bienvenue à vous. Donc, nous allons donc parler de ces chiffres de la Banque d'Algérie, Elias Djibaili et Karim. J'ai jeté un coup d'œil sur, j'ai mis juste Banque d'Algérie sur Google, hein, et j'ai vu les articles de la presse algérienne. Donc, j'ai le Algérie 360, Banque d'Algérie, le dinar algérien gagne du terrain, TSA, la Banque d'Algérie dévoile des chiffres solides de l'économie algérienne, l'expression les bons points de la Banque d'Algérie, Al-Watan, selon un bilan de la Banque d'Algérie, hausse de 5,3% des crédits à l'économie. APA News, c'est une agence de presse africaine. Algérie, revalorisation du dinar face aux fragilités économiques. L'Express des aides, l'économie algérienne a progressé de 3,6 en 2024, selon la Banque d'Algérie. Yes, Djibaili, tout va bien d'après tous ces médias algériens? Tout d'abord, moi j'invite tout le monde, vous, Hossein, et votre invité, le journaliste M. Bouzidi, et tous nos compatriotes, à garder en tête un seul chiffre. Il y a un déficit budgétaire de 60 milliards de dollars. Il y a un déficit budgétaire, c'est-à-dire ça creuse. Tout ce qu'on voit, c'est du court terme, c'est éphémère. Le vrai chiffre, le vrai instrument macroéconomique, c'est le déficit budgétaire. C'est les dépenses publiques qui creusent. On est à 60 milliards par rapport à 2024, on était à 46. Et en 2022, on était à 22. Donc regardez, les dépenses publiques augmentent de façon exponentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les recettes, le reliquat, le différentiel entre les recettes et les dépenses, c'est en défaveur. Ça veut dire qu'il faut trouver ce différentiel, il est où? Ce 60 milliards. Moi, je me pose la question, comment nous allons trouver les 60 milliards? Soit c'est la planche à billets, soit on continue à alimenter, à gonfler la dette publique. Dette extérieure, on est à 1,5, donc c'est bon. Bouteflika, il a fait le job, comme on dit, c'est-à-dire il a remboursé les dettes extérieures de l'Algérie parce que le baril du pétrole était à $140. C'est bon. Maintenant, le prix du pétrole, le prix du baril chute, pas de production, les recettes quasiment elles sont liées à la vente du pétrole. Nous ne produisons pas. Oui. Et comment compenser ces 60 milliards? La croissance, c'est une croissance qui est… On stimule une croissance, je ne sais pas comment on est en train de la stimuler. Soi-disant que les crédits, les banques algériennes, elles financent. Tant mieux. Mais à hauteur de quoi? Il faut voir le taux. La preuve, on était en rouge d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle le directeur de la Banque d'Algérie, il a élevé le taux directeur, c'est-à-dire le taux de financement à jour, le taux d'intérêt, soi-disant pour stimuler l'économie. Mais vous savez très bien que vous augmentiez, que vous baissiez le taux directeur, les effets escomptés ne sont pas maintenant. On augmente, on diminue le taux directeur, c'est pour faire appel aux investisseurs. Tant qu'il y a de la rigidité, tant que nous n'acceptons pas, tant que nous refusons, les investisseurs viennent chez nous travailler avec un partenariat gagnant-gagnant, tant qu'il n'y a pas de réforme structurelle, tant que nous dépendons toujours de cette économie rentière, nous ne pouvons pas avancer. La réforme bancaire. Est-ce qu'il y a une réforme bancaire? Non.
moi, je vous renvoie, tout le monde le sait, le FMI, le Fonds monétaire international, il a alerté l'Algérie sur la viabilité, c'est-à-dire le financement public creuse. Donc, à partir du moment où vous avez un déficit budgétaire, ça veut dire vous êtes sur ligne rouge. Et aussi, il faut parler des subventions généralisées, ce qu'on appelle le ciblage. Celui qui achète une baguette, le riche ou le pauvre, ils sont subventionnés de la même manière. Donc, c'est un gaspillage, injustice sociale pour ceux qui sont dans le besoin et les autres qui sont à l'abri, ils sont toujours protégés. Donc, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'instrument. Nous ne savons pas utiliser les instruments micro-macroéconomiques. Peut-être le directeur de la Banque d'Algérie ou la Banque d'Algérie essaie de compenser cette carence, mais elle ne peut pas. Tant qu'il n'y a pas de réforme, on va rester comme ça. Maintenant, avec la nouvelle composition gouvernementale, avec monsieur Rzig qui a réduit l'importation et par conséquent, ce qui a provoqué la pénurie et la hausse du pouvoir d'achat, vous allez voir. Donc, le plus important, c'est quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas financer, peu importe la croissance. Mais même ceux on leur donne des emprunts, le taux à combien? Entre 5 et 7, c'est beaucoup. Est-ce que pour acheter une voiture, ça ne participe pas à l'économie? L'économie financière des autres. Nous allons revenir à ces détails justement. Karim Bouzi, par rapport à ce rapport, Karim Bouzi, pourquoi on a laissé ce rapport? Et pourtant, il critique clairement les chiffres de. Je vous entends très mal, Hussein. Allô? Karim? Oui. Oui. Là, je commence à vous entendre. Karim, je disais, pourquoi on laisse passer ce rapport? On permet justement sa publication puisqu'il critique les chiffres de Tebboune et de Totalknik. J'ai pas entendu là. Allô? Bon, je reviens sur l'émission qui traite justement de cette campagne médiatique de la presse algérienne, de l'APS, sur tous les points positifs, tous les bienfaits, des décisions prises par Tebboune durant le premier et deuxième mandat pour booster l'économie. Tout le monde sait que cette posture est une posture qui me rappelle bien la posture du dictateur des années 70 qui promettait aux Algériens qui voulait construire une économie diversifiée, basée essentiellement sur une industrialisation réussie pour amener justement une croissance forte et relever le niveau de vie des Algériens. Aujourd'hui, nous sommes au même discours. D'ailleurs, les annonces faites par le pouvoir en place sur plus de 40 milliards d'investissements dans le dernier forum dédié à l'échange commercial intra-africain, nous renseigne sur pas seulement le mensonge d'État, mais aussi sur la bêtise de ces déclarations. Les plus grands forums d'investisseurs en Asie, y compris en Chine, qui sont des forums économiques et commerciaux sérieux et engagés et qui tiennent parole, ne dépassent pas les déclarations d'investissement de 20 milliards, que ces 20 milliards de déclarés sont réellement tenus parce qu'ils sont réalisés, alors que le dernier sommet organisé à Alger sur le commerce intra-africain nous annonce plus de 40 milliards. C'est pas sérieux. Je pense que ces déclarations relèvent de l'irresponsabilité des pouvoirs jusqu'au boutiste qui campent sur une position de communication à base de mensonges. Aujourd'hui, tu le dis, M. Jbeli, l'analyse justement de la loi de finances
Et la conclusion qui en découle sur un déficit de 60 milliards de dollars annuels nous renseigne sur la crise économique, mais surtout la crise politique. En dehors de la démocratisation de la vie politique, il pourrait y avoir un projet national cohérent prenant en charge justement l'intérêt suprême de la nation. On a si bien dit notre ami Jbaili qu'effectivement, la mandature de Bouteflika a servi à payer cette dette et qu'aujourd'hui, nous nous dirigeons justement à une situation d'endettement sans qu'il y ait réellement un projet national cohérent pour mobiliser l'ensemble justement des France vive en Algérie autour d'un projet pour permettre à notre pays de mobiliser les ressources humaines, les ressources dans leur diversité, mais en premier lieu, l'élite politique qui pouvait justement redonner cet espoir. En dehors de cette démocratisation politique, on ne pourrait réussir un démarrage économique. Voilà mon analyse de la situation. Merci, Karim. Lies Jubaïdi, on arrive un peu à ce trou ou à ce point noir du rapport, peut-être, celui des finances publiques, qui est apparemment et qui serait dans le rouge. Les finances de l'État se sont profondément dégradées. Le déficit budgétaire a atteint près de 13,8% du PIB, soit plus du triple de l'année précédente. En cause, l'effondrement des recettes pétrolières, moins de 31% donc pour cette année, et dans une moindre mesure, des recettes hors hydrocarbures, moins de 13%. Pareil, dans le même temps, les dépenses publiques ont continué de croître, plus 9%. Pour combler ce trou, le Trésor a puisé dans ses comptes à la Banque d'Algérie, réduisant ses avoirs de près de 3 000 milliards de dinars fin 2023, 242 milliards fin 2024. Une situation qui alerte sur la soutenabilité budgétaire à moyen terme. Au fait, même si, imaginons, même si nous augmentons nos exportations, allez, on pose un cas de figure très simple. Si on exporte, par exemple, on exporte à hauteur de 900 000 barils. Imaginons, nous exportons pour 1,5 million de barils. Les exportations augmentent. Mais si en même temps, les importations augmentent, il y a un déséquilibre. Pour garder votre réserve de change, c'est bien d'augmenter les exportations. Donc, vous collectez des devises et en même temps, vous stabilisez votre importation. C'est-à-dire, en quelque sorte, vous diminuez l'importation pour que ça ne pèse pas sur la balance commerciale. Eux, qu'est-ce qu'ils nous ont dit les autorités algériennes, ils disent que nous allons réduire l'importation. OK, on a compris. Quand vous réduisez votre importation, de quoi? De certains produits. Il faut trouver une solution de rechange en Algérie. C'est la raison pour laquelle la sphère spéculative, elle a pris l'ascendant dans le pays. Mais après coup, ils n'ont pas pu tenir parce que nous n'avons pas un outil productif ou un outil industriel en Algérie qui compense. Finalement, ils ont ouvert les vannes de l'importation. Quand vous exportez, vos exportations augmentent à hauteur de 42% et vos importations augmentent à hauteur de 16%. Il y a un différentiel, ce delta. Et ce delta, il va peser sur la balance. Donc, il faut corriger en urgence. Il faut corriger en urgence parce que vous allez puiser dans votre réserve de change. Il y a deux solutions pour la Banque d'Algérie, pour ZIG et pour les autorités algériennes. Un, soit vous réduisez les importations à condition de fournir le nécessaire sur le plan local, c'est-à-dire un système de compensation. OK, vous conservez vos devises. Soit vous puisez dans votre, si vous ne pouvez pas. Il y a une deuxième solution, Hussein, laquelle? C'est les réserves de change. Et les réserves de change, c'est ça. Donc, ces réserves de change vont diminuer de façon drastique. Donc, ils n'ont pas d'autre solution. C'est la raison pour laquelle le FMI, le BRICS… Justement, puisque vous parlez des réserves de… Yes, Jubaïli, justement, puisque vous parlez de réserves de change, beaucoup de titres aujourd'hui, surtout j'ai vu Al-Khabar, Al-Shuruq, etc., parlent justement de ce chiffre, 68,3 milliards de dollars.
soit l'équivalent de plus de 15 mois d'importation. Donc, le titre était presque n'ayez pas peur. Hein. Donc, on peut manger pendant 15 mois. Mais, yes, Djibaili, est-ce que c'est vraiment un atout dans le contexte actuel? C'est pas un atout. Les réserves de change depuis 3 ans, 4 ans, c'est l'équivalent d'une année d'importation sur une année pleine. C'est-à-dire ça varie entre 60, 65, 70, 75. Et c'est qu'il y a un seuil d'alerte, il ne faut pas descendre le seuil d'alerte. Parce que les réserves de change, ça permet de nourrir votre pays par des produits. C'est normal, il faut payer. Mais c'est intenable. Vous ne pouvez pas, tant que vous ne faites pas des réformes, tant que vous ne levez pas les contraintes d'investissement, il faut appeler les investissements. Il n'y a pas de mal. Levez les contraintes d'investissement. Rarj Bilet, on est contre. Mais quand vous voulez appeler les investisseurs à venir investir en Algérie, mais il n'y a pas que dans Rarj Bilet et dans l'acier il faut le décarboner un certain temps. Donc, il faut appeler vers d'autres secteurs. C'est eux qui savent quels sont les secteurs défaillants. L'agriculture, c'est pas la peine, l'agriculture. Pourquoi pas? Mais à condition, faut atteindre l'autosuffisance alimentaire et on exporte l'excédent. Mais maintenant, la seule solution qui nous reste, c'est quoi? Il faut appeler les investisseurs. C'est comme ça qu'ils ont fait les Chinois. Les Chinois. Mais comment la Chine, elle a démarré? La Chine, elle a démarré grâce aux capitaux occidentaux, grâce aux capitaux français, américains, allemands et anglais. La Chine, elle était quasiment sur le bord de je veux dire, mais ils ont travaillé. Ils ont pu sortir 800 millions d'habitants du seuil de la pauvreté. Donc, les investissements, c'est beau c'est bon. Il faut lever tout ça. Il faut faire appel à des investisseurs pour libérer le pays sur le plan économique, en ayant un contrôle sur la souveraineté économique, parce que c'est très important. Parce que l'État doit intervenir de façon fréquente, mais il doit réguler. Nous avons besoin d'investissement. On ne peut plus la tenir la baraque. On ne peut plus. Merci, Lies. Merci, Lies. Je me pose dans ce sens, quel est le but pour justement venir ces investisseurs? Il faut qu'il y ait des changements et surtout politiques, peut-être, de la stabilité politique. Ben oui, Houssine, qui veut investir chez vous si vous êtes frappé d'une instabilité politique? Au fait, c'est très simple. Celui qui veut investir dans un pays, il prend contact avec des compagnies d'assurance. Il leur pose une simple question. Est-ce qu'on peut investir dans ce pays? Et les assurances, au fait, qui assurent les projets, oui, ils donnent oui ou non. En France, c'est la COFAS qui se trouve à la Défense. C'est elle qui donne. C'est elle qui donne. Notre pays, il est frappé d'une instabilité politique. C'est-à-dire, c'est instable politiquement parlant. C'est-à-dire, au temps de Bouteflika, il y avait des sociétés qui venaient. Mais ils n'investissaient pas en Algérie, il faut dire les choses. Au fait, c'était pour eux, l'Algérie, ce n'était pas un lieu d'investissement. C'était un marché déversoir. On vient, on écoule la marchandise, on prend les devises et on repart. Il n'y a pas vraiment une vraie logistique, une vraie méthodologie d'investissement. Non. Mais Merci. La question a été normalement la question qui était Karim Bouzid. La question était destinée donc pour vous par rapport à ce changement et à la stabilité politique. Est-ce que dans le contexte actuel, l'ambiance actuelle, les investisseurs peuvent justement s'affluer sur Alger, enfin l'Algérie? Je pars toujours sur le contrôle de M. Jbeili parce que sur les questions économiques, il est spécialiste, il est connaisseur. Je tiens à dire qu'effectivement, l'économique dépend principalement du politique parce que le climat des affaires dépend essentiellement de la pratique démocratique ou de l'absence de la pratique démocratique dans un pays. Et comme il vient de l'expliquer M. Jbeili, pour que les investisseurs viennent investir en Algérie, il faudrait que l'Algérie devienne réellement un point d'attraction pouvant garantir les conditions d'un investissement liées justement à une stabilité politique, à une visibilité politique sur beaucoup de questions. La première question est liée étrangement aux droits humains, aux droits de l'homme. La deuxième question est liée à la pratique démocratique, c'est-à-dire que
ce pouvoir il est légitime, il est capable, il est en situation de prendre des décisions engageant l'avenir du pays, sans qu'il ait justement une remise en question sociale forte de ces décisions qui compromettraient d'éventuels investissements en Algérie, ce qui n'est pas le cas en Algérie, parce que le pouvoir il souffre de son illégitimité et que justement la contestation du pouvoir, elle se fait quotidiennement par l'ensemble des Algériens et des Algériens. Aujourd'hui, nous faisons face à une situation très, très difficile où, effectivement, les investisseurs ne peuvent pas prendre la décision de venir investir en Algérie. Nous avons vu que même durant les années de Bouteflika, il n'y avait pas réellement d'investissement en Algérie, comme l'a dit M. Jbeili. Il y avait de la commercialisation des produits ailleurs. Parce qu'effectivement, nous n'avons pas eu cette démocratisation de la vie politique pour garantir justement des conditions réelles, conditions objectives pour la réussite de ces investissements. Maintenant, revenons à la situation interne. Même sur le climat des affaires touchant justement les investisseurs nationaux, la bureaucratie empêche justement que des startups, que des PME, que des compétences nationales puissent monter des projets dans la visibilité et la transparence. C'est un handicap majeur pour que l'économie locale puisse se développer. Nous savons tous que justement le pouvoir a érigé un mode de gouvernance à acheter la paix sociale et à instituer une forme de clientélisme et jusqu'où pourrait résister justement ce pouvoir avec les déséquilibres budgétaires et financiers qui nous réveillent chaque jour. Aujourd'hui, il fait face à un grand défi. Et c'est pas facile, ce n'est pas de gaieté de cœur que je dis ça. Alors, on va peut-être passer à un autre sujet parce que j'ai vu des informations qui viennent de tomber un peu partout sur les réseaux sociaux en Algérie. Quelques youtubeurs, Facebook aussi, parlent de la fuite du fameux général Djinn, Abdelkader Haddad, donc qui aurait quitté l'Algérie et d'une manière clandestine. Donc, après le beauté, c'est rien. Ça, je confirme rien, mais en tout cas, les réseaux sociaux algériens ne parlent que de ça depuis une heure. Lies Jbeili. Est-ce que c'est possible ce qui se passe? Ah, tout est possible dans notre pays. Moi, j'ai vu des vidéos aussi qui disent que Nassar Djinn, comment se fait-il, le patron de la direction générale de la sécurité intérieure d'un pays comme l'Algérie, qui est qui prône le tout sécuritaire, puisse quitter l'Algérie de façon clandestine, comme un harrak, beauté, comme un jeune adolescent. Là, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais c'est fort possible. Donc, il a apparemment été en résidence surveillée. Donc, il a été démis de ses fonctions. Donc, il est neutralisé. Donc, c'est un règlement de compte entre clans. Donc, il fait partie désormais des clans qui vient d'être battus. C'est ça, hein? L'Algérie, elle est gérée par des clans, finalement. Vous avez plusieurs clans. Chaque clan donne instruction pour nommer son ministre. Chaque clan contrôle ses intérêts. Chaque clan contrôle son périmètre analytique. Donc, il y a plusieurs périmètres, il y a plusieurs clans. Nous savons aucun Algérien, je pense pas que n'importe quel Algérien puisse savoir qui contrôle le pays finalement. Nous savons tous que nous avons un président qui, de façade, il est là. Donc, qui doit répondre aux instructions de l'appareil militaire. Je dirais même pas l'appareil militaire, c'est plus que ça. C'est des clans plus puissants en Algérie qui ont le contrôle total, la mainmise totale, aussi bien sur le politique, parce que et sur le plan économique et sur tous les leviers et les rouages, tous secteurs confondus en Algérie. Donc, Nassar Djinn Haddad, il appartient à quel clan?
Est-ce qu'il appartient à un clan X ou Y? En tout cas, il a été. Ilyes Jubaili, c'est un peu les Algériens. Pourquoi on ne communique pas? Pourquoi on ne dit pas les choses? C'est vrai. Si c'est faux, ben on le dit aussi. Pourquoi comme ça rester dans l'opacité? C'est pas c'est pas un Algérien lambda quand même qui aurait quitté l'Algérie de cette manière. Et surtout qu'il y a eu un haut conseil de sécurité donc de Tebboune avec toute la composante du haut conseil. Mais des absents quand même ont été remarqués. Et depuis l'intronisation de M. Tebboune depuis 2019, je ne sais pas, il y a combien de patrons des services de la Direction générale de la sécurité intérieure ont géré cette direction. 4 ou 5, ils sont limogés, après neutralisés, après on fait appel à eux, après ils sont démis, après ils retournent, et on voit bien que c'est la preuve flagrante qu'il y a plusieurs décideurs en Algérie. Il n'y a pas un seul décideur. Donc pourquoi pourquoi la population n'a pas été informée? Vous savez que le pouvoir algérien a toujours considéré le peuple un peuple sans république finalement. Pour lui, il n'a pas de compte à rendre, alors que dans des grandes démocraties, quand on limoge un patron de la sécurité intérieure où il commet un fait grave, il y a un communiqué, comme il relève du ministère de la Défense, soit c'est un communiqué du ministère de la Défense, ou le porte-parole du ministère de la Défense, ou même, je dirais, même les quotidiens ou les journaux qui sont inféodés au pouvoir pour parler de cette fuite ou de cette fugue ou de cette disparition. Oui. En tout cas, c'est la chape de plomb. C'est une chape de plomb, finalement. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est une chape de plomb que la substance, la nature du régime, elle est l'indicateur de sa gouvernance, c'est la chape de plomb. Tout simplement, on est dans le temps de la Tchéka, c'est-à-dire l'ancêtre des... Merci Elias. Karim Bouzid. Alors, sur cette question, Karim Bouzid, sur cette rumeur, hein, mais bon, généralement, quand l'information arrive à Londres, à Paris, généralement, c'est vrai. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour généralement, mais en réalité, ce n'est pas toujours utile de spéculer sur l'éventuelle fuite ou pas d'un classique sécuritaire ou militaire. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les Algériens et les Algériens prennent la route vers d'autres destinations, principalement l'Occident, pour fuir justement les situations en Algérie et rechercher justement à se réaliser en Europe, au Canada, aux États-Unis et autres destinations prisées par les Algériens et les Algériens. Mais nous pouvons dire que la trajectoire de Tawjin, sa montée ainsi que sa chute, souligne la fragilité de l'alliance au sein de l'appareil sécuritaire du pouvoir algérien. Les luttes du pouvoir entre les différentes factions militaires et sécuritaires créent justement un environnement instable, défavorable à l'exercice politique d'abord et au monde des affaires, la relance économique, etc. Cet environnement instable où les anciens alliés deviennent rapidement les ennemis d'aujourd'hui, cette instabilité chronique est caractérisée par des purges régulières et des règlements de compte interne reflétant justement une gouvernance marquée par la méfiance et la brutalité d'un président qui a brillé un premier mandat sans qu'il y ait justement un changement perceptible et qui vient justement de briller un deuxième mandat pour s'assurer justement un échec total. Mais Karim, quel impact justement pourrait avoir cette affaire sur le régime, justement, la guerre, ce qu'on appelle la guerre des clans, etc. Parce que c'est un peu ça en vrai, d'après les commentaires.
sur le régime, ça ne peut pas avoir d'impact parce que le régime, il se régénère. Il est en capacité de puiser dans la ressource sécuritaire, comme il le fait pour se régénérer. Et il le fait aussi en puisant dans la ressource de la haute administration pour nommer des ministres aujourd'hui, les dénommer, les dégommer demain. On l'a vu justement se régénérer. Je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir a non seulement choisi ses alliés, mais aussi son opposition. Aujourd'hui, le discours en Algérie est biaisé, il est verrouillé. La presse est mise à contribution dans l'asservissement de cette Algérie, dans la prise en otage de cette Algérie. C'est pour ça que les voix qui se lèvent un peu partout pour dire que non, nous ne sommes pas sont importantes. Et je remercie le Malakia de donner justement cette opportunité pour que justement toutes ces voix porteuses d'espoir et de propositions objectives puissent être enfin données aux Algériens et aux Algériens afin qu'ils prennent leur destin. Sinon, pour revenir à ce pouvoir, il est capable de dégommer 10, 20 Nassaoudjine et en passer 50, le double des agents qu'il mobilise. Aujourd'hui, tout le danger, il est là. Ce pouvoir, il a réussi à se régénérer en 2019 avec l'impulsion de la France du 12-12 2019, de l'élection de Tebboune. Et les alliés de septembre 2024, le MSP, ont donné un simulacre de légitimité à la reconduite de Tebboune pour une seconde forfaiture. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui que le discours d'opposition que tente de mener la défense à travers l'utilisation des juges ou le MSP à travers ses élucubrations politiques sur une quelconque désinstitutionnalisation de l'exercice politique ne peuvent pas être. Ce sont eux qui ont viabilisé la deuxième forfaiture de Tebboune et aujourd'hui ils crient au loup, ils ne sont pas crédibles et ils ne sont pas sérieux. Lies, nous sommes un peu devant un schéma presque similaire à celui de la veille de février 2019, Lies Djubaili, surtout avec toutes ces disputes qui déchirent un peu le pouvoir de l'intérieur. Oui, absolument, parce que le turnover, au fait, il faut savoir aussi, c'est très important, sur le plan de la gestion des services secrets. Le turnover et cette valse de turnover, enfin, on limoge et on récupère et on nomme, au fait, elle fragilise même les militaires, parce qu'au fait, même dans leur fonctionnement, ils ont peur. Ils sont entre eux, déjà, ils ont peur. Donc, leur fonction, elle n'est pas faite de façon efficace. Ça affecte l'efficacité. Donc, le pouvoir, au fait, il est dans une spirale de peur et de panique, finalement, le régime. Quand vous changez 5 fois de patron, au bout d'un mandat et demi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a la panique à bord. Ça veut dire qu'il y a une peur qui s'installe au sommet de l'État. Un État, quand il fonctionne de façon correcte et de façon collégiale, il n'y a pas beaucoup de limogeage. Un limogeage par mandat. Là, nous avons assisté à 5 limogeages. 5 patrons des services secrets, le service le plus puissant, le plus sécuritaire qui contrôle quasiment tous les leviers du pays. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pouvoir, il est quelque part, il panique, il vit sur une crête de peur. Donc, Nasserjine, qu'on le veuille ou non, avec son passé sanguinaire, quand il a été neutralisé et jeté en prison, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est au sommet de l'État qui ne va pas. Lui, il a été récompensé. Donc, il n'y a pas de cadeau entre eux. Les clans s'auto-neutralisent, mais on voit bien la fragilité frappante de ce pouvoir.
elle est visible. Donnez-moi un pays au monde où on a changé 5 fois de patron durant un mandat et demi. Même Poutine, qui est en conflit de guerre avec l'Ukraine, il a changé son patron des services, je veux dire, il n'a même pas changé le patron du KGB, hein. C'est toujours le même. Ce qu'il a changé, c'est juste 2 fois un général-major et ministre de la Défense, mais jamais, jamais le service sécuritaire, parce que le service sécuritaire, quand il bouge, quand il est mis, je veux dire, quand il est déséquilibré, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sommet de l'État. Parce qu'il y a le sécuritaire, il prime sur l'armée. Vous savez, un général qui travaille dans le DRS, ça n'a rien à voir avec un général qui travaille dans l'armée. Donc, pour vous dire à tel point que cette direction qui est puissante, elle est fragilisée à l'intérieur d'elle-même. Même l'entrisme, déjà, il est fragilisé. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas au sommet de l'État. Maintenant, même si cette information est vérifiée, ou comme l'a dit M. Bouzidi, ça peut être aussi je veux dire, on spécule et puis en rumeur, on jette. Mais en tout cas, si elle est avérée, ça veut dire que le pouvoir, il est impacté par la peur, par la panique et par un déséquilibre dangereux. Merci. Qui met aussi le pays en état. Merci, Ilyas Jubaili. Bouzid, un dernier mot. Je pense que cette situation nous prouve encore que justement Tebboune n'est pas porteur d'un projet national cohérent. Mobilisons justement l'ensemble des ressources nationales, je parle des Algériens et des Algériens, autour d'un projet capable de construire une Algérie. Aujourd'hui, nous avons la preuve que la gestion sécuritaire et militariste du pays obéit à une seule logique, celle de verrouiller tous les espaces politiques, économiques, sociaux qui peuvent être utiles pour les Algériens et les Algériens. Nous savons que la deuxième mission de Tebboune n'apporte rien de nouveau puisqu'il a échoué durant son premier mandat et que le deuxième mandat n'est qu'un échec recommandé. Merci. Merci, Bouzid. Merci à vous toutes.